commencerai par dire ce soir que quand ceux qu'on va appeler les sionistes arrivent à partir de 1880-1882, c'est ce qu'on appelle la première Aliyah. Mais ne pas oublier qu'il existe une communauté juive en Eretz Israël, Palestine. Je dis Eretz Israël quand il s'agit des Juifs, parce que le mot Palestine n'existe pas en hébreu. Vous savez que c'est un terme romanisé, c'est un terme imposé par les Romains pour déjudaïser cette terre, précisément. Donc les Juifs n'ont aucune raison d'employer le mot Palestine. Donc quand ces premiers sionistes arrivent en Eretz Israël en 1880-82, ils ont un choc, ils éprouvent un choc puissant. Et c'est là-dessus que je commencerai. Je prendrai l'exemple de Ben Yehuda, qui s'appelle de son nom civil en Russie, c'est un juif russe, Eliezer Perman. Il rêve de la renaissance de la patrie perdue. Il arrive en 1881, un peu avant la fameuse première aliyah des juifs russes. Et quand il aborde au rivage en 1880, et à l'époque on aborde à Jaffa, c'est le seul port, c'est Jaffa, ça n'est pas encore Haïfa, il éprouve un choc puissant que beaucoup d'autres immigrants qui arrivent après lui, je pense par exemple au souvenir de Ben Gurion, ont dit également éprouver. Et le choc, c'est quoi? Eh bien, je vais lire tout simplement Ben Yehuda, et voici ce qu'il écrit dans ses souvenirs. Je dois avouer que cette première rencontre avec les enfants de notre oncle Ismaël ne fut pas pour moi des plus réjouissantes. Un sentiment de peur déprimant emplit mon âme, comme si je me trouvais devant la muraille d'une fortification. Je perçus qu'ils se sentaient citoyens de ce même pays, terre de mes ancêtres, et que moi, leur descendant, je revenais sur cette terre comme un étranger, fils d'une terre étrangère et d'un peuple étranger. Je n'avais sur cette terre de mes ancêtres ni droit politique, ni citoyenneté. Je n'étais ici qu'un étranger, un métèque. Fin de citation. Et je pense au souvenir de Ben Gurion qui arrive en 1906, près d'un quart de siècle plus tard, et qui dira que lorsqu'il arrive à Jaffa, et qu'il y reste à peine quelques heures d'ailleurs, il a éprouvé à Jaffa probablement le plus fort, le plus lourd sentiment d'exil de toute sa vie. Bon. Je donnerai un deuxième exemple, c'est aussi qui font partie de cette première aliyah, ces fameux premiers pionniers du Bilou. Alors, je ne peux pas malheureusement expliquer tous les termes parce que je ne fais pas ici un exposé sur le sionisme, mais sur la naissance du conflit. Donc, parmi les arrivants des Juifs russes qu'on appelle le groupe Bilou, il y en a un qui s'appelle entre autres Lévin Epstein et qui raconte, il se souvient de la première célébration du Tisha B'Av en Eretz Israël. Et ce qu'il raconte, surtout ce qui est intéressant, c'est la géographie du pays qu'il découvre. Et voici ce qu'il écrit, 3 lignes simplement. L'ensemble du pays était quasiment inculte, les champs s'étendaient nus et couverts de poussière, les quelques arbres que l'on pouvait voir ici ou là étaient gris et non verts. Fin de citation. Ça, c'est important parce que tous les témoins racontent que la Palestine de l'époque est un pays relativement désolé, pas dans les hauteurs mais dans la plaine, et que c'est un pays très peu arboré, qui est un pays surtout où il n'y a pas d'ombre. Ça, c'est un phénomène très important. La couverture végétale est pauvre. Le soleil, vous le connaissez tous, le soleil de ce climat est terrible. Et donc, les mois d'été sont particulièrement éprouvants dans des régions qui sont dépourvues de toute hygiène. Alors, à quoi ressemble la Palestine d'avant 1914 ? Bien, si on prend un autre témoignage, celui de la Commission royale britannique sur la Palestine en 1913, les Anglais sont très intéressés par la Palestine depuis longtemps, qui, je le rappelle, à cette époque-là, est une possession turque, possession ottomane, elle fait partie de l'Empire ottoman. Les Anglais ont déjà un œil sur la Palestine, je dirai pourquoi tout à l'heure. Voici ce que dit le rapport britannique. La route menant de Gaza vers le nord était une piste utilisable seulement en été pour les chameaux et les chariots. Il n'y avait pas d'orangers, de vergers ou de vignobles avant le village juif de Yavne. Les maisons étaient faites de boue, elles n'avaient pas de fenêtres, il n'y avait pas d'école, la partie occidentale vers la mer était presque un désert, les villages dans cette région étaient peu nombreux et peu peuplés, on voyait aussi de nombreux villages en ruine, car en raison de la fréquence du paludisme, beaucoup avaient été abandonnés par leurs habitants. Fin de citation. Effectivement, il faut ajouter que la malaria a sévi en permanence sur la plaine littorale, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est déserte. La paysannerie arabe, la paysannerie arabe palestinienne, c'est dans les hauteurs qu'on va les trouver, en montant vers Ramallah, en montant vers Jérusalem, vers Hebron, bien sûr, vers Naplouse et vers Jenin, toute la ligne de hauteur. Donc cette ligne qui culmine environ à 700-800 mètres d'altitude. La première chose qui est très importante à relever, une fois qu'on a dit cela, le choc de l'arrivée est un pays qui est relativement désolé dans la plaine, c'est moins vrai dans les collines et dans les montagnes, bien sûr. Le premier point, c'est un mythe qu'il faut démonter en quelques lignes, l'idée que les premiers sionistes qui arrivent
n'auraient pas vu les Arabes. C'est un mythe total. En réalité, ils en parlent peu en public, ils en parlent peu entre eux, mais en fait, ils les voient. Ils les voient, ils le disent d'ailleurs dans leur correspondance à leur famille, par exemple, à leurs amis restés en Russie. Ils le voient tous. Et alors, il ne faut pas penser que le problème est réellement découvert au début du XXe siècle. En réalité, dès 1880-1890, les pionniers juifs russes ou roumains ou yéménites, parce qu'on oublie qu'il y a une alia yéménite très importante à la même époque, c'est très bien qu'il y ait une question arabe, qu'un jour ou l'autre, il faudra s'affronter à la population arabe. Il n'y a donc pas une négation du problème, il n'y a pas une invisibilisation des Arabes, c'est faux. S'ils en parlent peu, c'est parce qu'ils sont obsédés, effrayés par le danger que représente cette population un jour ou l'autre. Premier point. Le deuxième point, c'est que ce qu'on va appeler le Yishuv, le nouveau Yishuv, c'est-à-dire l'établissement juif en terre d'Israël, et ressent très tôt le sentiment de sa précarité physique, surtout après 1908, après la révolution jeune turque, qui a fait basculer le pouvoir dans l'Empire ottoman. Par exemple, en 1910, l'un des grands du sionisme russe, Ahadam, mais qui n'a pas encore fait son alia, il ne viendra en Palestine qu'après la Première Guerre mondiale, Ahadam est effrayé, il est même épouvanté par le fait que des incidents de plus en plus graves ont éclaté entre les Arabes et les Juifs, et il le dit dans une lettre, en 1910, « J'ai toujours pensé que ce conflit éclaterait, et je l'ai dit explicitement il y a 20 ans. Mais je n'ai jamais pensé qu'il arriverait si vite alors que notre pouvoir dans le pays est si limité, à peine perceptible. » Fin de citation. Effectivement, Ahadam fait allusion à un texte de 1891, un texte particulièrement fin, subtil, intelligent, qui s'intitule « Ce n'est pas le chemin ». Il a un texte qu'il écrit en hébreu, d'ailleurs, et qu'il publie dans sa revue en Russie, à Odessa, dans lequel il dit que la première alia, enfin ce qu'on n'appelle pas encore la première alia, disons que les pionniers sont en train de se fourvoyer totalement, et qu'à un moment ou un autre d'ailleurs, ça n'est pas la partie principale du texte, mais ça en fait partie, il faudra se confronter à un considérable problème arabe et que les Arabes ne se laisseront pas déposséder de cette terre. Bon. Alors pourquoi le dit-il dès 1891 et revient-il là-dessus en 1910? Et il n'est pas le seul, encore une fois, même s'il a été sans doute le premier à le dire en 1891. Parce que le refus arabe est immédiat. Il ne faut pas penser que le refus arabe est arrivé avec la déclaration de Balfour en 1917 ou avec le mandat britannique en 1922 ou même au moment de la grande révolte palestinienne de 1936, pas du tout. Le refus arabe est immédiat dès que les premiers sionistes mettent le pied en Palestine. On peut dire que les élites arabes palestiniennes, surtout chrétiennes d'ailleurs, qui sont de loin les plus éduquées, prennent conscience du danger que représente le sionisme pour elles et s'y opposent immédiatement, donc dès les années 1880. Bon. Par exemple, vous avez côté chrétien, mais aussi côté musulman, dans les années 90, le moufti de Jérusalem, qui fait partie de la famille des Husseini, comme souvent le maire de Jérusalem ou le moufti de Palestine, qui propose en 1899, qui propose que les Juifs arrivés dans le pays après 1891 soient purement et simplement expulsés. Vous voyez, ça c'est déjà une mesure qui est préconisée avant le début du XXe siècle. Et dès les années 1909-1910, on voit que les premières implantations juives, agricoles juives, ce qu'on appelle les moshavot, tentent d'acquérir des armes, tout simplement parce qu'elles se sentent en danger. Et par exemple, on lit une déclaration du Bureau palestinien. Le Bureau palestinien, c'est le représentant du Congrès sioniste mondial en Palestine. Ça a été ouvert à Jaffa en 1908. Donc, le Bureau palestinien, en 1913, 5 ans après son ouverture, il est dirigé par un juif allemand, un sioniste allemand qui s'appelle Arthur Ruppin, qui est une très grande personnalité du mouvement sioniste. Eh bien, Ruppin écrit en 1913 ceci, qui montre qu'il est parfaitement conscient du danger. Si la conscience nationale des Arabes s'affermit, nous allons nous heurter à une résistance dont l'argent ne suffira peut-être plus à venir à bout. En fait, si les Arabes en arrivent à un stade où ils perçoivent la vente de leurs terres aux Juifs comme un déshonneur et une trahison pour la nation, notre situation ici deviendra extrêmement embarrassante. Fin de citation. Mais il y a une prise de conscience très tôt du problème. Ahadam, Arthur Ruppin et beaucoup d'autres. Bon. Seulement pour comprendre ce refus viscéral de la partie arabe, j'ai dit chrétienne, mais aussi musulmane, et j'ai dit surtout chrétienne, encore une fois, parce qu'il y a une avance culturelle des chrétiens très nette sur les musulmans. Pour entendre donc ce refus absolu de la partie arabe, il faut considérer qu'il y a
entre cette première alia qui arrive surtout de Russie et de Roumanie, d'Europe orientale, et la population arabe sur place, il y a un choc culturel considérable. Et pour comprendre le choc culturel, il faut se remémorer l'attitude traditionnelle du monde musulman à l'égard des Juifs, parce que si on l'oublie, cette attitude, et en particulier si on oublie ce qu'est la condition de dhimmi, on ne comprend absolument pas l'une des dimensions importantes du conflit. Je m'explique. Premier point, comment l'islam traditionnel, l'islam sunnite en l'occurrence en Palestine, voit-il les Juifs? C'est la même chose d'ailleurs pour l'islam chiite. Il les voit comme des créatures insignifiantes, comme des incapables. Or, sur le terrain, à partir de la première et surtout de la deuxième alia qui arrive en 1904 et qui, elle, réussit beaucoup mieux que la première et qui s'installe et qui prospère et qui crée même des premiers groupes d'autodéfense et puis bientôt les premiers kibbutzim. Sur le terrain, les Juifs sont de plus en plus puissants et victorieux, et ça sera encore plus vrai après la Première Guerre mondiale. Et dans la théorie, dans le discours de l'islam, le discours dominant de l'islam, les Juifs sont des êtres totalement insignifiants, des incapables, des gens dont personne ne peut réellement avoir peur. Il y a là une contradiction entre une réalité et une vision idéologique. Ça, c'est le premier point. Et donc, de cette réalité naît un ressentiment et un sentiment d'humiliation. Comment peut-on être dominé? Comment peut-on être surpassé par des gens qui comptent aussi peu? Deuxième point, un choc culturel aggravé parce que la plupart des immigrants d'origine ashkénaze ne connaissent pas l'arabe, ne savent pas l'arabe. Certains font l'effort de l'apprendre, mais pas tous. Loin de là. Et deuxième élément du choc culturel, c'est le fait que ces immigrants d'origine russe viennent, pour beaucoup d'entre eux, surtout avec la deuxième alia à partir de 1904, avec des idéaux révolutionnaires inspirés du socialisme russe, c'est-à-dire des idéaux également marqués par l'émancipation féminine. Je veux dire par là en clair que le statut relativement libre de la femme juive pionnière qui fait partie de la deuxième alia choque profondément les mentalités traditionnelles du monde musulman de la région. Le troisième point également du choc culturel, eh bien, il est directement corrélé au premier, c'est la dhimmitude. C'est-à-dire que quand on prend le Coran et ses formulations anti-juives très nombreuses, on est frappé par la pratique séculaire du mépris envers l'être juif. Et ça, les immigrants de la première et de la deuxième alia, qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas le monde arabe, qui ne sont pas comme les juifs yéménites, qui n'ont pas une longue expérience de la population arabe, ils sont totalement surpris et ils en font l'analyse. Par exemple, Ben Yehuda, dans ses souvenirs, il parle ici de la façon dont les Arabes voient les Juifs. Et voici ce qu'il écrit. Il les méprisait, c'est-à-dire les Arabes méprisaient les Juifs plus que toute autre créature au monde. Il les considérait comme des êtres méprisables, lâches, n'ayant même pas le courage de protester et de se défendre contre les brimades faites par le premier Arabe venu, fût-il le plus vil. Fin de citation. Et donc participent de ce choc culturel aussi des valeurs très différentes et des visions du monde très différentes. Je donne un exemple simple et qui va jouer un très grand rôle dans la pérennisation du conflit jusqu'à aujourd'hui. C'est que dans cet univers culturel arabe, la conciliation n'est pas vue comme une preuve de force, elle est vue au contraire comme une preuve de faiblesse. Et par conséquent, à chaque fois que ces juifs ashkénazes vont tenter un compromis, une négociation, une conciliation, ça sera vu en face du côté arabe comme une preuve de faiblesse qui fera rebondir la violence encore de façon beaucoup plus intense. C'est-à-dire que le juif va être considéré encore de façon beaucoup plus méprisable, comme un lâche, et on va le tolérer à défaut de l'accepter. Mais à aucun moment, et ça fait partie du statut de dhimmi, c'est-à-dire statut réservé aux juifs et aux chrétiens par l'islam, à aucun moment on ne va considérer le juif comme un sujet égal en droit. Et ça, c'est un point capital. Théoriquement, le statut de dhimmi a été aboli par l'Empire ottoman au milieu du XIXe siècle, mais dans les mentalités, ça n'est pas aussi simple. Dans les mentalités, le statut de dhimmi persiste, et donc on peut dire globalement que le monde arabe, quelle que soit la loi ottomane, reste encore incapable de concevoir un juif libre, un juif autonome, un juif maître d'une terre,
Et d'autant plus un juif maître d'une terre que les musulmans considèrent comme arabes et musulmans de toute éternité. Pourquoi de toute éternité? Précisément parce que l'islam a imposé sa loi sur la Palestine, parce que d'autre part, la parole de Dieu, c'est une parole qu'on ne peut pas révoquer, puisque le Coran est la parole de Dieu, et que le Coran est donc incréé, et par conséquent, si la parole de Dieu ne peut pas être modifiée, les malédictions qui pèsent sur les Juifs dans le Coran, du moins dans la partie médinoise du Coran, c'est-à-dire les sourates les plus récentes du Coran, ces malédictions-là ne peuvent pas être levées. On ne peut rien y changer. Bon. Alors résumons, on est d'emblée dans les 2 dernières décennies du 19e siècle dans un conflit non pas judéo-palestinien, pas du tout, on est d'emblée dans un conflit judéo-arabe, profondément judéo-arabe, et qui va rester judéo-arabe sur le fond, même si aujourd'hui il a pris une forme très largement judéo-palestinienne. Et ce conflit met aux prises 2 peuples sur, non pas la Palestine simplement, mais sur une vaste étendue, bien au-delà de la Palestine. C'est-à-dire que ce que très vite les sionistes vont expliquer, dès les années 1910, et c'est un argument qui sera repris jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, les sionistes vont expliquer qu'il ne faut pas considérer le conflit seulement à l'échelle de la Palestine, qui est un petit territoire, il faut le considérer à l'échelle du peuple juif dans le monde entier, dans la diaspora, et il faut considérer le conflit à l'échelle des peuples arabes dans l'ensemble du monde arabo-musulman, c'est-à-dire les territoires qui vont du Maroc jusqu'à la Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak, jusqu'à la frontière de ce qu'on appelait autrefois la Perse, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui. Donc un monde très très vaste. Bon. Et donc quand on regarde le conflit à ces 2 échelles beaucoup plus vastes, que conclut-on? On en conclut, comme le disait Jabotinsky en 1918, mais d'autres le diront. Ben Gurion, tout à fait opposé à Jabotinsky sur beaucoup de points, disait exactement la même chose que lui. Il disait que on ne peut pas contester à un peuple qui n'a rien, qui n'a aucune terre, des miettes de territoire quand soi-même on a des territoires considérables et très peu peuplés. Il y a une forme d'injustice, dit Jabotinsky, et les autres également, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe, il y a une forme d'injustice à traiter également des gens inégaux. À ceux qui n'ont rien, on ne peut pas contester des miettes de territoire, en particulier quand soi-même on est à la tête de territoires aussi vastes. Je cite Jabotinsky en 1918. Il dit « Le peuple arabe va-t-il se montrer inflexible? Va-t-il résister? Va-t-il prétendre de conserver la Palestine dans sa totalité pour l'éternité, tandis que celui qui n'a rien continuera à ne rien posséder ?» Fin de citation. Voilà les derniers mots. Tandis que celui qui n'a rien continuera à ne rien posséder. Il y a donc une injustice dans cette récrimination si on aborde le problème sur une échelle bien plus vaste que celle de la Palestine. Bon. Le refus du sionisme, il va très vite prendre, à partir du début du XXe siècle, un aspect profondément anti-juif. C'est-à-dire que, au tout début de l'apparition du mouvement sioniste en Eretz Israël, l'opposition arabe distingue entre juifs et sionistes. Et très vite, à partir des années 1910, on constate que le mot sioniste tombe et que progressivement, on parle indistinctement de juifs et sionistes, ce qui est d'ailleurs totalement absurde parce qu'il existe une vieille communauté juive en Eretz Israël dont une partie n'est pas du tout sioniste. C'est la partie la plus orthodoxe, ce qu'on appellerait aujourd'hui les Haredim, et en particulier la partie ashkénaze du vieux Yishuv. La partie séfarade du vieux Yishuv, qui est majoritaire, il faut le noter, la partie séfarade du vieux Yishuv, en revanche, est beaucoup plus sensible aux thèses sionistes, et d'ailleurs, elle va participer à la création du foyer national juif et donc au mouvement sioniste tout entier. Ça, c'est quelque chose de peu connu. En règle générale, on pense que le sionisme est uniquement un phénomène venu de l'extérieur. On oublie qu'il est aussi venu de l'intérieur. Par exemple, en matière de rénovation de l'hébreu et de l'apprentissage de l'hébreu comme langue d'enseignement à l'école, puis comme langue maternelle dans la famille. On dit en général Ben Yehuda, c'est le nom qui nous vient tout de suite à l'esprit, mais on oublie que Ben Yehuda a travaillé avec toute une équipe et qu'autour de lui, il y avait des séfarades du vieux Yishuv qui était né en Palestine, qui était né en Eretz Israël, né à Jérusalem pour certains d'entre eux. Je pense à David Yelin, ou je pense à Nissim Béhar. Tous les deux sont nés au milieu du 19e siècle. Sans Nissim Béhar, sans David Yelin, Ben Yehuda n'aurait rien pu faire. Donc vous voyez que
le foyer national juif qui va naître et qui va donner naissance à l'État d'Israël, il vient également du vieux Yishuv et pas seulement du nouveau Yishuv des sionistes. Donc je disais que la stigmatisation côté arabe, le refus côté arabe va devenir très rapidement un refus anti-juif. C'est-à-dire que l'humiliation, le mépris dans lequel les juifs sont tenus traditionnellement par la population musulmane va s'exacerber dans un sens très antisémite avec l'arrivée du mouvement sioniste et encore plus à partir du mandat britannique en 1922. Et ça, c'est une autre affaire. Alors, comment réagissent les élites arabes, et en particulier ici les élites musulmanes et chrétiennes? Alors, commençons par les élites musulmanes. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que dans une partie du Coran, la partie des sourates mécoises, c'est-à-dire des premières sourates du Coran, des plus anciennes, Dieu a donné la terre aux Banu Israël, c'est-à-dire aux fils d'Israël, autrement dit aux Juifs. Dieu a donné cette terre aux Banu Israël. Le Coran le reconnaît explicitement. Ça n'est pas vrai dans la deuxième partie, la partie médinoise. Et donc, ça vous explique, ces premières sourates mécoises, vous explique que quand l'ancien maire de Jérusalem, qui est un musulman, Youssouf al-Khalidi, écrit en 1898 pour dissuader les sionistes de continuer dans leur effort, voici ce qu'il dit. C'est très intéressant cette lettre de l'ancien maire en 1898. Donc à une époque où le mouvement sioniste en tant que tel est à peine né, le premier congrès sioniste a eu lieu l'année précédente, et Herzl, c'est cette année-là d'ailleurs, en 1898, qu'il fait un bref séjour d'une semaine en Eretz Israël. Voici ce qu'écrit Youssouf al-Khalidi. L'idée en elle-même, c'est-à-dire l'idée de restaurer la patrie juive en Eretz Israël, l'idée en elle-même n'est que toute naturelle, belle et juste. Qui peut contester les droits des Juifs sur la Palestine? Mon Dieu, historiquement, c'est bien votre pays. C'est intéressant cette phrase, c'est un musulman qui écrit ça, à la fin du XIXe siècle. Et quel spectacle merveilleux ça serait si les Juifs, si doués, étaient de nouveau reconstitués en une nation indépendante, respectée et heureuse. Mais le problème, c'est que les Juifs n'ont aucun espoir en Palestine et le sionisme, écrit encore Youssouf al-Khalidi, est une pure folie de la part du docteur Herzl. D'autant que, prévient Youssouf al-Khalidi, cette folie peut mettre en danger les Juifs en Turquie et surtout en Palestine. Car on peut craindre, poursuit Youssouf al-Khalidi, que le sionisme ne conduise à une violente réaction des populations locales, voire un massacre généralisé par un mouvement populaire qui leur serait fatal. Fin de citation. Là, al-Khalidi fait référence aux Juifs qui sont dispersés dans tous les pays arabo-musulmans. Autrement dit, ce seraient presque des otages et demain, les musulmans locaux se vengeraient sur eux. Et c'est ce qui explique que Youssouf al-Khalidi va écrire cette lettre au grand rabbin de France. Pourquoi? Tzadok Khan. Parce qu'il sait que le grand rabbin de France est proche de Herzl. Donc cette lettre est adressée à Herzl, mais elle passe par l'intermédiaire de Tzadok Khan. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre vers la fin? Je cite la fin de la lettre. Il dit « Il faut donc, pour la tranquillité des Juifs en Turquie, sous-entendu dans l'Empire ottoman, que le mouvement sioniste dans le sens géographique du mot cesse, que l'on cherche un endroit quelque part pour la malheureuse nation juive, rien de plus juste et équitable. Mon Dieu, la terre est assez vaste. Il y a encore des pays inhabités où l'on pourrait placer des millions d'Israélites pauvres qui deviendraient peut-être heureux et un jour constitueraient une nation. Ce serait peut-être la meilleure, la plus rationnelle solution de la question juive. Mais, au nom de Dieu, qu'on laisse tranquille la Palestine. » Fin de citation. Et donc là, on est en 1899, oui, c'est ça, en 1898-19, je crois, oui, c'est ça. Et là, l'avertissement est quand même très clair. Alors, cet avertissement, cette crainte de la population arabe, des élites arabes, parce qu'évidemment, du côté du paysan arabe, ces sociétés très rurales et très pauvres et très archaïques encore qu'est la Palestine, on n'a pas encore conscience du problème que sera le sionisme demain. Mais du côté des élites arabes, sur quoi s'appuie cette crainte? Elle s'appuie d'abord sur les acquisitions de la terre, parce qu'effectivement, les Juifs achètent des terres. Mais, contrairement à une idée reçue, les acquisitions de terres sont relativement dérisoires. C'est-à-dire que
on a le sentiment à lire les réactions de la population arabe, que les Juifs achètent des terres en très grand nombre et qu'ils s'emparent de quasiment la moitié de la Palestine. En réalité, ils achètent peu de terres, mais la population arabe a le sentiment de vivre une invasion. Pourquoi? Parce que le droit de propriété et la façon de cultiver la terre et la façon, pardon, d'exercer sa propriété sur le domaine qu'on vient d'acheter chez les Juifs est très différente de ce qui se faisait jusque-là dans la société arabe traditionnelle, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Je m'explique. Globalement, quand le paysan métayer ou fermier qui cultive la terre voyait le domaine vendu à un autre propriétaire, ce qui arrivait fréquemment, ça ne changeait rien à son sort. Il passait d'un propriétaire à un autre propriétaire. Bon, et ça arrivait fréquemment. Avec les Juifs, c'est très différent. Quand le Juif achète la propriété, c'est pour la cultiver lui-même, c'est-à-dire en fait, ce sont des fermiers, la première alias sont des fermiers, ils vont créer là de grands domaines agricoles qui vont donner les premiers vignobles, par exemple les premiers vergers, et comme ils veulent cultiver la terre eux-mêmes, eh ils disent aux paysans, aux métayers qui la cultivent, eh bien, votre bail est terminé, il va falloir partir, nous avons acheté ce domaine. Et ça, c'est tout à fait nouveau, et ça provoque évidemment une réaction de colère, de rejet, de révolte, parfaitement compréhensible. Mais sur un plan légal, il n'y a rien à reprocher à l'acquisition, mais sur un plan de ressenti psychologique, on peut comprendre que cette paysannerie qui cultive cette terre souvent depuis plusieurs générations se sent tout d'un coup envahie et dépossédée par ceux qu'ils considèrent comme des étrangers. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour autant, cette paysannerie qui a le sentiment d'être dépossédée, alors que juridiquement elle ne l'est pas, mais elle a le sentiment de le vivre, d'être dépossédée, il ne faut pas du tout imaginer qu'elle a une réaction patriotique vis-à-vis de la Palestine. Parce que cette notion de patrie, cette notion de nation, cette notion d'État est complètement étrangère à la mentalité arabe traditionnelle en Palestine à la fin du XIXe siècle. Je veux dire par là que pour un paysan palestinien, et si j'insiste sur les paysans, c'est parce que 90% de la population est rurale, et enfin, plus que rurale, elle est paysanne. Bon. Les villes sont très modestes à cette époque-là. Et ce sont de très grosses bourgades, ce ne sont pas de très grosses villes. Bon. Pour un paysan arabe de cette époque, dans cette région, quels sont les niveaux d'appartenance? Est-ce que c'est la patrie? Est-ce que c'est la nation? Non, les niveaux d'appartenance sont par cercle concentrique. C'est d'abord la famille à laquelle on appartient. Deuxième cercle, c'est le clan qu'on appelle en arabe la khamoula, c'est-à-dire un certain nombre d'alliances familiales qui sont nouées à l'échelle locale. Troisième cercle, le village, on est du même village, on y est né, on y meurt. Et le quatrième cercle d'appartenance, ça n'est pas du tout la Palestine ou le monde arabe, non, c'est la Oumma, la communauté des croyants, c'est-à-dire la foi musulmane. Vous voyez qu'ici, la notion de patrie au sens moderne du terme ou de nation au sens moderne du terme est complètement étrangère. Ça viendra beaucoup plus tard et ça viendra du côté des élites d'abord et ça viendra beaucoup plus tard du côté des populations elles-mêmes. Ça ne viendra pas avant les années 1930-1940. Bon. Donc, voilà ce qu'on peut dire rapidement là-dessus, sur cette conscience d'une invasion. Et à rebours des idées reçues, les premiers sionistes sont parfaitement conscients de ce refus. Ils le voient. Ils le voient, ils en ont peur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, s'ils n'en parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont inconscients du problème, c'est parce qu'ils en ont peur. D'une certaine façon, c'est par un effet de protection, par un réflexe de protection mentale, qu'ils ne parlent pas d'un danger de mort qu'ils perçoivent. C'est parce que c'est un danger de mort qu'ils n'en parlent pas. Parce que s'ils en parlaient, ça signifierait que du jour au lendemain, ils seraient saisis par une forme de panique qui leur ferait considérer qu'il n'y a aucun avenir en Palestine et qu'il vaut mieux refaire sa valise et reprendre un bateau pour la Russie ou pour l'Europe occidentale. Bon. Et ça, un homme comme Ben Gurion qui arrive en 1906, il a 20 ans en 1906, il en est parfaitement conscient. Je vais vous lire ici un texte très bref de lui en 1919. En 1919, il est déjà une personnalité respectée dans le Yishuv, il fait partie de la deuxième alia socialiste. Il s'adresse aux membres du Vaad Zmani, c'est-à-dire la commission temporaire. C'est l'organe exécutif du Yishuv, c'est-à-dire que les Juifs, ce Yishuv, ce foyer national juif en gestation, c'est déjà organisé politiquement. Les Anglais vont trouver déjà quelque chose de très consistant.
Et voici ce que Ben Gurion dit devant ses camarades du Vaad Zmani, de la commission temporaire. Tout le monde perçoit, dit-il, la difficulté de la question entre juifs et arabes. Mais tout le monde ne voit pas que le problème n'a aucune solution. Aucune. C'est un gouffre que rien ne pourra combler. Je ne sais pas si les Arabes accepteront un jour que la Palestine appartienne aux Juifs. Nous, en tant que nation, nous voulons que cette terre soit la nôtre. Les Arabes, en tant que nation, veulent que cette terre soit la leur. Fin de citation. On est en 1919. Il y a donc 102 ans de cela, et déjà le côté désespérant du conflit est parfaitement perçu par Ben Gurion. Ce qui ne va pas d'ailleurs l'empêcher de continuer à se battre, bien sûr, mais lui, très lucidement et très honnêtement d'ailleurs, il pose les données du problème, il ne se masque pas la réalité. Bon. Donc, sur ces questions du refus arabe et sur la question des ventes de terre, mais quelque chose dont il faut se débarrasser d'emblée, c'est cette illusion que les Juifs ont racheté la Palestine. Non, ils ont acheté très peu de terre sur le fond. Et jusqu'en 1947, ce sera vrai, ils achèteront très peu de terre pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que souvent, ils ont manqué d'argent pour acheter des terres, parce qu'il ne fallait pas seulement acheter de la terre, mais la mettre en valeur, acheter le matériel agricole, mettre en place les structures pour fonder les premiers moshavim, les premiers kibbutzim et le reste. C'est le travail du Keren Kayemet et le travail du Keren à Yesod à partir de 1920. Mais surtout pour une autre raison, c'est que le Yishuv sera de plus en plus une entreprise moderne, très développée, très éduquée, une entreprise donc urbaine qui a besoin de relativement peu de terre. En réalité, la majorité des membres du Yishuv à la veille de l'indépendance d'Israël sont des citadins. Ce ne sont pas des ruraux dans les kibbutzim ou les moshavot. Dans les moshavot ou dans les kibbutzim, c'est une minorité du peuple juif de 1948. La masse du peuple juif vit dans les villes, et entre autres à Tel Aviv, qui en 1947 regroupe un tiers des juifs de toute la Palestine. Bon. Donc voilà pourquoi c'est la question du manque de terre, la question des ventes de terre relève largement de la mythologie. Les Juifs achètent peu de terre. Et le fait est qu'en 1947, ils possèdent même pas 10% de la superficie de la Palestine, alors qu'ils représentent un tiers des habitants de la Palestine. Bon. Mais, encore une fois, j'insiste sur cette idée, rien n'y fait, la population arabe a le sentiment d'une invasion, elle a le sentiment d'une injustice, même si elle n'a pas été dépossédée. Encore une fois, la terre a été achetée légalement, elle n'a pas été volée, elle n'a pas été spoliée, elle n'a pas été expulsée au sens juridique du terme, non, mais elle est quand même déracinée. C'est ça qu'il faut bien comprendre, elle est déracinée, elle est forcée d'aller ailleurs. Souvent, ailleurs, ce n'est pas très loin, c'est 5 ou 10, 15 kilomètres plus loin, ce n'est pas changer de pays, bien sûr, mais en tous les cas, elle a ce sentiment qu'on ne pourra pas lui ôter du cœur, qu'elle a été dépossédée, qu'elle a été déracinée. Bon. Et deuxième point, c'est qu'au fur et à mesure que les Juifs s'installent en Palestine avec la deuxième Aliyah, c'est-à-dire celle qui va de 1904 à 1914, celle qui va jeter les bases du foyer national juif. J'ai parlé de Ben Gurion tout à l'heure, mais beaucoup d'autres. Tout le monde connaît Golda Meir, elle est arrivée dans la même vague, et beaucoup d'autres de cet acabit, Berl Katznelson, bon, et quelques autres. Bon. Le paradoxe de la réussite des Juifs de la deuxième Aliyah, et ça sera encore plus vrai avec la troisième, la quatrième après la Grande Guerre, c'est que plus ils mettent cette terre en valeur, plus ils vont stimuler l'immigration arabe alentour. C'est-à-dire que plus le foyer national juif se développe, plus il va créer des emplois qui vont attirer la main-d'œuvre venue d'Égypte ou du Liban ou de Syrie, qui est au chômage et qui là trouve tout simplement une possibilité de s'employer. Bon. Et effectivement, c'est quelque chose qui est rarement dit, mais que les Anglais vont confirmer dans les années 20 et les années 30 dans leur rapport, et les Anglais n'ont pas fondamentalement de parti pris franchement pro-sioniste, loin de là. Ils veulent rester en Palestine, ils s'appuient sur les sionistes pour ça, mais on ne peut pas dire qu'ils brillent pour leur amour, ni des Juifs, ni du sionisme. Mais ils ont besoin d'eux, c'est tout. Bon. Eh bien, les Anglais eux-mêmes reconnaissent qu'on a largement sous-évalué l'immigration arabe. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le foyer national juif se développe, l'immigration arabe se développe en même temps. Et ce qui aboutit à des chiffres assez étonnants, c'est que entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, je sors un peu des limites de l'exposé de ce soir, entre 1914 et 1945, la population juive s'accroît de 470 000 personnes, avec évidemment les aliotes, je l'ai dit, mais la population non juive s'accroît d'environ 600 000 personnes, beaucoup plus,
Alors, il est évident qu'on pourrait dire c'est l'expansion naturelle, la démographie exceptionnelle. C'est vrai, la démographie est très élevée. C'est 7 à 8 enfants par femme. C'est juste du côté arabe. Oui, mais on ne peut pas oublier que la mortalité infantile est considérable. C'est pratiquement un enfant sur 4 qui meurt avant l'âge d'1 an. C'est pratiquement presque 1 sur 2 qui n'arrive pas à son 20e anniversaire. Donc, il faut modérer cette croissance démographique. Donc, ça n'est pas seulement la croissance démographique qui explique, la croissance naturelle, pardon, qui explique la croissance démographique. Bon. Deuxième paradoxe du développement du sionisme. Premier paradoxe, ils attirent l'emploi, ils attirent l'immigration arabe par l'emploi. Mais deuxième paradoxe, ce développement du Yishuv, des sionistes, c'est également un développement de l'hygiène, de l'éducation et du système de santé. Le résultat, c'est que le taux de mortalité infantile dans la population arabe va beaucoup baisser grâce aux soins prodigués par les médecins juifs. Par exemple, le premier grand hôpital moderne, c'est dès 1920 Hadassah à Jérusalem, et Hadassah soigne indistinctement les Arabes comme les Juifs, bien sûr. Eh bien, le taux de mortalité infantile dans la population arabe va drastiquement baisser par rapport à ce qu'il est en Syrie à la même époque ou en Égypte à la même époque. Et donc, là aussi, ça va accroître l'accroissement démographique arabe en règle générale. Et troisième point qui montre bien que là où il y a eu développement dans le secteur juif, il y a eu développement de la population arabe. Là où le secteur juif n'est pas du tout installé, là où les Juifs sont complètement absents, Jenin, Naplouse, Hebron, par exemple, sauf la vieille communauté, mais elle ne joue pas un grand rôle sur le plan économique. Donc, dans ces villes-là, Ramallah, Jenin, Naplouse, etc., il n'y a quasiment pas de Juifs, quasiment pas. Bon, ça c'est pour des raisons très précises, je n'ai pas le temps de développer tout ça. Eh bien, on constate que, ou Gaza par exemple, dans ces villes où il y a très peu de Juifs, les Juifs ne s'installent pas, la croissance démographique arabe est très faible. Là où les Juifs s'installent sur le plan économique, toute la plaine littorale de la Méditerranée, jusqu'à Haïfa, la Galilée, tous les environs du lac de Tibériade, par exemple, toute cette région-là, également la région de Jérusalem, la croissance démographique arabe est beaucoup plus forte. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation entre l'arrivée des Juifs et l'importance de l'immigration arabe qui va évidemment accroître encore un peu plus le problème de coexistence entre les deux communautés. Alors j'en arrive maintenant à la deuxième partie, le conflit lui-même. Alors, il commence quand? Il ne commence pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à la déclaration Balfour ou au mandat en 1922, pas du tout. Enfin, il commence tout de suite. C'est-à-dire que si on retient comme date de l'arrivée des premiers sionistes, première Aliyah, le groupe juif russe du Bilou, 1882, eh bien, les premières heures entre juifs et arabes éclatent 4 ans plus tard à Petah Tikva, en 1886. Première heure. Il y en aura d'autres ensuite, ce sont souvent des heures de voisinage, tout simplement, entre des voisins juifs et voisins arabes, mais ces heures sont toujours liées à la question de la terre. Toujours. Par exemple, dans le journal juif Ha'am, donc Le Peuple, le 6 mars 1909, on lit cet article. Le transfert des terres des Effendis. Les Effendis sont les grands propriétaires arabes. Le transfert des terres des Effendis aux Juifs a laissé un grand nombre de fellahs, des paysans donc, sans ressources ni travail. C'est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas quitter les terres qu'ils ont cultivées pendant très longtemps, et des soldats ont été engagés afin de les éloigner des terrains. Fin de citation. Mais c'est là l'origine des conflits. Souvent, ils ne veulent pas partir, ou bien ils restent dans les environs et ils agressent les agriculteurs juifs qui s'installent là, ce qui fait que ça crée un problème d'insécurité qui va obliger les agriculteurs juifs à recruter des gardes, des mercenaires. C'est comme ça que va naître la première association d'autodéfense en 1907, le Hachomer en 1907, qui signifie en hébreu le gardien. Bon. Donc ce problème de voisinage, il est relativement limité au début, lors de la première Aliyah. Pourquoi? Parce que la première Aliyah, quand elle s'installe, qu'elle ne connaît pas grand-chose à l'agriculture, elle s'appuie sur la paysannerie arabe. Donc elle va cultiver elle-même les terres, mais souvent elle va embaucher les paysans arabes métayers qui cultivaient jadis cette terre et qui vont devenir tout simplement des salariés agricoles. Et ils vont continuer à travailler la terre. Donc le problème ne se pose pas tellement pour la première Aliyah. Ça, c'est un schéma typiquement colonialiste qui nous amène sur le chemin de l'Algérie, type Algérie française, où il va y avoir une minorité de propriétaires juifs qui vont faire travailler une majorité d'Arabes. C'est un schéma colonial, ce n'est pas un schéma national. Quand la deuxième Aliyah arrive, qui a des vues beaucoup plus nationales et beaucoup plus socialistes,
Pour elle, il n'est pas question du tout de faire travailler les Arabes. Il est question que soi-même, on travaille la terre. Même si on n'a pas d'expérience, on apprendra. Et là, avec eux, ce qui va se passer, c'est que les métayers arabes qui cultivaient cette terre, bien, on leur dit, ben, on a acheté le domaine, c'est nous-mêmes qui allons la cultiver. Cette terre, quel que soit le prix que ça nous coûtera, et ça va leur coûter très cher, effectivement, en mort, entre autres. Des gens vont carrément crever de misère, crever de malaria, de paludisme très fréquemment. Et donc, parce que cette deuxième alia abandonne le schéma colonial qui consiste à exploiter la main-d'œuvre locale, mais prétend cultiver elle-même la terre, alors là, le conflit national éclate. Parce que ces paysans arabes n'acceptent pas l'idée, d'avoir été exclus par des juifs, des créatures méprisées, méprisables, comme j'ai dit, il ne faut jamais perdre ça de vue, et deux, de ne pas cultiver la terre que leur père et leur grand-père cultivaient déjà. Bon. Voilà comment naissent les premiers conflits sur le terrain lui-même, souvent pour des questions liées à la terre. Deuxième point, le conflit, il prend une tournure beaucoup plus politique avec la naissance, dans les années 1909-1910, d'une presse nationaliste arabe, palestinienne, et qui est violemment antisioniste d'emblée. Là encore, on n'a pas attendu la guerre, on n'a pas attendu Balfour pour tout ça. Il y a deux journaux qui sont créés pratiquement en même temps, en 1909 et 1911. L'un est créé à Haïfa en 1909, il s'appelle Al-Karmil, le Carmel dans Haïfa. Il est fondé par un arabe chrétien. Et l'autre est créé à Jaffa. Jaffa est la plus grande ville de Palestine. En 1911, il s'appelle Philastine, donc le nom Palestine en arabe, et il est créé également par deux frères qui sont aussi des arabes chrétiens. Vous voyez, ça confirme ce que je disais tout à l'heure sur l'avance culturelle des chrétiens. Et ces deux journaux, qui dureront d'ailleurs jusqu'à la fin du mandat britannique, en particulier Philastine des frères Alissa, c'est leur nom. Ces deux journaux auront des positions antisionistes viscérales, très argumentées d'ailleurs, jusqu'à la fin, et d'ailleurs très bien renseignées, parce qu'ils lisent la presse hébraïque, ils lisent la presse sioniste, ils se tiennent au courant des délibérations du Congrès sioniste, ils savent très bien ce qui se dit en Europe, par exemple, du futur de la Palestine lors des congrès sionistes. Ça, c'est le premier point, la presse. Deuxième point, depuis la révolution jeune turque en 1908, il y a des députés au Parlement de Constantinople qui représentent la Palestine. Il y a 60 députés qui représentent la Palestine. 60 députés sur environ 300, 288 en tout. Or, on constate une chose, c'est que dans les débats au Parlement à Constantinople entre 1908 et 1914, eh bien, la question du sionisme est abordée chaque année. À chaque session parlementaire, on parle du sionisme. Qui l'aborde? Évidemment, les députés de Palestine. Les députés arabes de Palestine, musulmans de Palestine l'abordent en permanence. Et en même temps, quand ils l'abordent, cette question du sionisme, qui montre que c'est devenu une préoccupation centrale pour les milieux nationalistes arabes, des élites cultivées arabes, autant chrétiennes que musulmanes, quand ils l'abordent, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'à aucun moment les élites arabes de Palestine ne distinguent entre la Syrie et la Palestine. C'est-à-dire que pour eux, la Palestine n'existe pas en soi. La Palestine, c'est le sud de la Syrie. C'est la Syrie du Sud, tout simplement. C'est-à-dire que pour eux, la Syrie et la Palestine, c'est un même ensemble. Et cette idée qu'il faudrait détacher la Palestine de la Syrie, cette idée d'une Palestine distincte, c'est quelque chose qui est totalement aberrant pour eux. Bon, par exemple, à la conférence de la paix à Paris en 1919, conférence de Versailles, les Palestiniens sont représentés, mais comme il y a également des sionistes qui viennent s'exprimer à la conférence de la paix, la conférence a écouté les uns et les autres, eh bien, les représentants palestiniens à la conférence de la paix à Paris disent ceci: nous considérons la Palestine comme une partie de la Syrie arabe, dont elle n'a jamais été séparée. Nous sommes liés à la Syrie par des liens nationaux, religieux, linguistiques, naturels, économiques et géographiques. Donc ça, c'est très important à noter. Il n'existe pas, dans la conscience arabe d'avant 1919, d'avant 1920, je dirais, de notions distinctes de Palestine. C'est un ensemble qui s'appelle la Syrie et la Palestine n'est que la province du Sud. Bon. Et ça sera vrai encore jusqu'en 1937. Un des leaders palestiniens devant la commission britannique Peel en 1937, au moment de la grande révolte arabe, il s'appelle Bey Abdul Hadi, il dit ceci devant les Anglais: il n'existe aucun pays tel que la Palestine. La Palestine, c'est un terme inventé par les sionistes. Et il n'y a aucune Palestine dans la Bible. Notre pays a formé pendant des siècles une partie de la Syrie.
Fin de citation. Bon. Voilà en ce qui concerne l'opposition politique au Parlement à Constantinople. Sur le terrain, le refus arabe, du côté des élites arabes, d'abord, c'est la constitution de partis politiques, et en particulier d'un premier groupe antisioniste au Parlement à Constantinople, qui s'appelle le Parti patriotique ottoman en 1911, qui est clairement antisioniste et qui le dit. Et c'est dans ces documents-là qu'on commence à parler pour la première fois de Palestine, mais c'est encore très timide. Bon. Ce qui est frappant, c'est que si pour les élites arabes, la Palestine n'existe pas en tant que telle, ça n'est qu'une partie de la Syrie du Sud, ce qui va progressivement aider les Palestiniens à prendre conscience d'une Palestine autonome et distincte, c'est deux choses. Premièrement, c'est l'entreprise juive qui s'appelle le sionisme, qui va en miroir aider les élites locales à prendre conscience de leur palestinité, de leur identité palestinienne, et c'est aussi le fait que la Syrie, deuxième élément, à partir de 1920, est occupée par les Français, qu'elle est donc séparée de la Palestine occupée par les Anglais, et qu'à ce moment-là, les Palestiniens ne peuvent plus du tout espérer une union avec la Syrie. Et donc, du coup, à partir de 1920, les leaders palestiniens vont se rabattre sur la Palestine proprement dite et défendre l'idée d'un nationalisme palestinien autonome. Bon. Mais encore une fois, j'insiste, nous sommes à une époque où, dans les classes populaires, la solidarité, ça n'est pas la patrie, ça n'est pas la nation palestinienne, ça ne veut strictement rien dire la Palestine. La solidarité, c'est la famille, c'est le clan, c'est le village, et c'est la foi chrétienne pour les uns, musulmane pour les autres, et rien d'autre. Bon. Ce qui est frappant également dans ces premiers conflits, ces premières années du conflit, c'est que ce nationalisme palestinien qui naît dans les années 1910, avec les premiers journaux, avec les premiers livres sur le sionisme. Le premier livre sur le sionisme, c'est 1911 en arabe. Ce nationalisme palestinien voit les Juifs arrivant en Terre Sainte, arrivant en Eretz Israël, tout à fait comme des étrangers. C'est d'autant plus frappant qu'ils connaissent leur Coran, les musulmans, et qu'ils savent que dans les sourates mécoises du Coran, Dieu a donné cette terre aux Banu Israël, c'est-à-dire aux fils d'Israël, donc aux Juifs. Seulement pour eux, vous le savez, pour l'islam moderne, l'islam contemporain, les Juifs ne sont pas les descendants des Banu Israël. Bon, les Banu Israël ont complètement disparu. Et par conséquent, cette terre ne revient pas aux Juifs. Donc, ils ne reconnaissent aucune légitimité aux Juifs qui arrivent là. C'est comme si les Esquimaux arrivaient là. Ils les voient totalement comme des étrangers sur cette terre. Donc, ils récusent, à partir de ce moment, ils récusent toute idée de négociation. Il n'y a aucune raison d'évoquer un compromis avec les Juifs, puisque ce sont des étrangers totaux sur cette terre. Et d'ailleurs, ils repoussent même l'idée d'un peuple juif. Pour eux, les Juifs ne sont pas un peuple, c'est une religion. Et quant à l'idée que les Juifs ont jadis habité cette terre et qu'ils viennent la récupérer aujourd'hui pour y fonder la patrie moderne, c'est une idée qui leur paraît aberrante, ils le disent, et d'ailleurs ils invoqueront souvent cet argument de l'Espagne, ils diront mais alors nous pouvons, nous en tant que musulmans, dire nous allons demain en Espagne et revendiquer l'Espagne musulmane parce qu'un jour elle a été musulmane, cette Espagne-là. C'est un argument qu'ils vont utiliser jusqu'à la création d'Israël en 1948. Évidemment, c'est un argument totalement sophiste, totalement fallacieux, qui est très facile à démonter, et que les sionistes vont démonter aisément, très rapidement, parce que représente l'Espagne pour le cœur de l'islam? Rien. Le cœur de l'islam, c'est la Mecque et Médine, c'est les cités saintes. Bon. Que représente la terre d'Israël pour le peuple juif? Tout. Toute la liturgie juive s'enracine en Eretz Israël. Jérusalem est invoquée dans la liturgie quotidienne et chaque mariage juif invoque Jérusalem au moment de la cérémonie du verre cassé. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, etc. Tout le monde le sait, ça. D'un bout à l'autre de la diaspora et durant des siècles et des siècles. Donc la terre d'Israël est centrale dans l'existence d'un juif pieux, et comme le sont la plupart des juifs à cette époque-là, au début du XXe siècle. L'Espagne n'est strictement rien, évidemment, pour le peuple musulman. Eh bien, ce refus arabe de reconnaître la moindre légitimité aux Juifs sur cette terre, j'insiste sur cette idée, ils les voient comme des étrangers, complètement étrangers. Ce refus, c'est ça qui est très étonnant, va s'avérer inentamable. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y aura une brèche dans le refus palestinien. Il y aura une brèche à certains moments dans le refus arabe, c'est-à-dire le refus non palestinien. Par exemple, en 1913, il y a eu une brève ouverture du côté arabe en Syrie et en Égypte, du côté des nationalistes syriens et égyptiens pour négocier avec les sionistes, et ça s'est fait à Paris. Pourquoi? Pour des raisons tactiques.
Les nationalistes égyptiens et syriens, et surtout syriens, avaient besoin des Juifs à un moment donné pour lutter contre l'impérialisme ottoman. Ils se sont dit, pourquoi ne pas faire alliance avec les sionistes? Nous avons le même ennemi, le Turc. Quand il s'avère en 1913 qu'ils n'ont plus besoin des Juifs pour contrer les Turcs, la tentative d'une alliance avec les sionistes cesse immédiatement. Mais ce qu'on constate, c'est que dans ces brèves ouvertures, qui ont duré quelques mois à peine, il n'y a jamais de Palestiniens. Ce sont des Syriens, des Égyptiens, des Libanais éventuellement, mais certainement pas de Palestiniens. Donc, ce refus inentamable va désespérer côté sioniste parce que du côté juif, beaucoup ont le sentiment au fur et à mesure que les années passent jusqu'en 1914 que le refus de tout compromis, le refus de toute négociation, cet aspect totalement buté, borné dans le refus de toute légitimité aux Juifs, rend inutile à la longue l'idée de négociation. Négocier, mais avec qui? Il n'y a personne. Négocier sur quoi? Ils ne veulent négocier sur rien puisqu'ils nous considèrent comme des étrangers. Alors, évidemment, on a longtemps considéré que le problème de la terre était central. Je n'y reviens pas. Ça n'est pas le problème le plus central, je l'ai dit. C'est un problème qui a été ressenti comme central, mais qui objectivement ne l'était pas. Alors, une dernière question. Quand ce conflit commence à s'exacerber dans les années 1910-1914, première presse hébraïque, premier livre contre le sionisme, député arabe antisioniste au Parlement à Constantinople, on commence à parler de la question sioniste au Parlement chaque année à Constantinople, très bien. La question qui émerge déjà dès les années 1910, 1912, 1914, c'est que le sionisme s'apparenterait à un mouvement colonial. Et ça, pour les socialistes juifs de la deuxième Aliyah, c'est une insulte. Parce qu'ils ne se veulent pas du tout des colonialistes. Alors effectivement, ça n'est pas un mouvement colonial. Je veux dire par là que ça n'est pas un mouvement colonial parce que quand ils arrivent, ces sionistes de la deuxième Aliyah en Palestine, et qu'ils vont créer des moshavot et surtout les premiers kibbutzim, de Gania en 1913, le premier kibbutz, qui a été précédé par ce qu'on appelait la première kfutza, donc je ne peux pas développer tout ça, ça fait partie de l'histoire du sionisme, eh bien, à aucun moment ils ne veulent faire travailler et exploiter le travailleur arabe. À aucun moment ils ne veulent s'enrichir aux dépens des Arabes. Ils veulent créer une société juive autonome qui donnera naissance demain à un foyer national juif autonome. À côté des Arabes, pas à la place des Arabes, à côté des Arabes, sans exploiter les Arabes. Ça n'est pas l'Algérie française, ça n'a rien à voir. Et la terre n'est pas volée, elle a été achetée, dûment achetée, légalement achetée et mise en valeur. Bon, ça n'est donc pas un processus colonial. Et c'est ici qu'il y a une notion, un distinguo à faire que beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas quand ils accusent les sionistes d'être des colonialistes, c'est qu'ils confondent le mot colonisation et le mot colonialisme. La colonisation, c'est lorsqu'un peuple s'installe dans un endroit donné. Oui, les Européens en Amérique, les Grecs de l'Antiquité dans la Méditerranée. Les grandes migrations actuelles en Europe sont un processus de colonisation qui vont modifier le visage de l'Europe dans les 20, 30, 40 ans qui viennent. C'est déjà le cas aujourd'hui même. C'est de la colonisation. Ce n'est pas du colonialisme. Le colonialisme implique la domination sur un autre peuple, son écrasement, le fait de régenter son destin, le fait de l'exploiter aussi. Ici, ça n'est pas du tout le cas. C'est une société qui prétend s'édifier en marge de la société arabe. Et d'ailleurs, c'est ce que les Arabes lui reprochent en disant « mais vous n'embauchez pas de travailleurs arabes, vous vivez entre vous, vous êtes en train d'édifier une contre-société ». C'est tout à fait juste. Et c'est en cela que ça n'est pas un processus colonialiste, même si c'est une colonisation. Il faut donc distinguer les deux termes pour éviter de tomber dans le piège actuel qui consiste à accuser le sionisme d'être un colonialisme. C'est une accusation qui date déjà d'il y a un siècle. Bon. Je dirais que ce refus arabe, jusqu'en 1914, il a pris plusieurs formes. Il y a un certain nombre d'élites arabes, encore une fois, c'est une question des élites, ce n'est pas une question de la masse du peuple qui n'est pas encore consciente, qui deviendra consciente du problème dans les années 1917-22, j'y viendrai tout à l'heure en conclusion. Globalement, parmi les élites arabes, vous avez ceux qui sont antisionistes par loyauté envers l'Empire ottoman. Bon. Vous avez ceux qui sont antisionistes par patriotisme local, ils ne veulent pas vendre de terre aux Juifs qui sont des étrangers, et en plus des infidèles, et en plus, je l'ai dit, des créatures méprisables. Et trois, vous avez aussi parmi eux des nationalistes pan-arabes qui considèrent que cette terre est arabe définitivement et qu'on n'a pas à la vendre à des étrangers. Bon,
la crainte devant la deuxième alia, je l'ai dit, c'est que progressivement, ce foyer national juif commence à s'autonomiser et dans ce refus qui commence à se structurer parce que les sionistes commencent à offrir un visage de plus en plus uni, même si c'est encore une infime minorité en Palestine, les effectifs, la première alia, c'est 40 000 personnes. La deuxième alia, c'est 40 000 personnes maximum avec un grand nombre de retours. Et la Palestine de cette époque-là, en 1914, c'est combien d'habitants? 600 000, maximum 600 000. Donc les chrétiens, c'est environ 10% de la population, les juifs environ 10-12%, les musulmans environ 78 à 80%. Mais c'est une population très peu nombreuse, encore une fois. Bon, donc il s'agit de populations peu nombreuses et d'effectifs très limités en ce qui concerne les juifs. Mais la structuration du mouvement sioniste et le fait que le foyer national juif commence à prospérer, à créer un grand nombre de villages coopératifs et même à créer un début de ville juive moderne, la première ville juive depuis l'Antiquité, depuis la destruction du Temple, Tel Aviv en 1909. Tel Aviv date de 1909. A créé un premier lycée hébraïque à Jaffa qui s'appelle le lycée Herzliya en 1906 où on enseigne en hébreu. Les écoles primaires et les écoles maternelles avant même 1906. Bref, il y a un véritable essor du foyer national juif où l'hébreu commence à être une langue parlée dans la rue en 1910. Alors certes, ce n'est pas la majorité, on parle encore largement l'arabe, ou le ladino, ou le yiddish, mais on commence déjà à parler l'hébreu comme langue courante, et dans les écoles primaires, les maternelles et le lycée, le seul lycée d'ailleurs hébraïque, Herzliya, qui va être ensuite transféré à Tel Aviv au nord de Jaffa, on enseigne en hébreu. Donc il y a une véritable naissance nationale d'une nation, une renaissance nationale d'une nation hébraïque, parce que c'est ça la colonne vertébrale du Yishuv, c'est l'hébreu, sur cette terre. Et là, les Arabes en sont parfaitement conscients. Je l'ai dit tout à l'heure, ils lisent la presse hébraïque, certains d'entre eux, bien sûr, ils se tiennent au courant de ce qui se dit en Europe, ils suivent les congressionnistes très attentivement, ils envoient des délégués, ils envoient des représentants là-bas pour, pour suivre les débats. Et il publie, par exemple, les textes de Herzl, les textes de Marx Nordau, les textes des grands sionistes, en traduction en arabe, sont publiés dans la presse arabe avant 1914. Et effectivement, c'est à cette époque-là, entre 1910 et 1914, qu'est publié en 1911 le premier ouvrage en arabe consacré au sionisme. C'est un chrétien qui l'écrit. Et pour contrer la menace sioniste, en 1913, le journal Al-Karmil, fondé par un chrétien, propose la tenue d'un congrès arabe à Naplouse. Vous voyez la date, 1913, déjà à la conscience du danger sioniste, on propose la tenue d'un congrès arabe à Naplouse. Et l'un des grands notables de Jérusalem, en 1914, juste avant la guerre, en février 1914, il s'appelle Khalil al-Sakakini. Il tient son journal, c'est une source extraordinaire de renseignements. Khalil al-Sakakini écrit dans son journal, février 14, la conquête de la Palestine par le peuple juif équivaut à la prise de possession du cœur de la nation Oumma, la Oumma en arabe, parce que la Palestine est au point de jonction entre la péninsule arabique et l'Afrique. Si les Juifs conquièrent la Palestine, ils empêcheront ce lien de se faire et couperont la nation arabe en deux morceaux, ce qui affaiblira la cause de l'arabisme, sa solidarité et son unité comme nation. Fin de citation. Et il ajoute un peu plus loin dans le texte, le droit des Juifs est mort avec le temps, tandis que notre droit à nous est vivant et inébranlable. Fin de citation. Et ce qu'on voit dans cette année, dans ces quelques mois qui précèdent la Première Guerre mondiale, c'est même des voix anonymes comme des pétitions. Par exemple, une pétition en juin 1914 qui est distribuée à Jaffa, qui écrit, traduit de l'arabe, ça donne ceci, « Ayez pitié de votre terre, ne la vendez pas comme une marchandise, au moins laissez vos enfants hériter de ce pays comme vos parents vous l'ont légué à vous-même. Hommes, voulez-vous devenir serviteurs et esclaves de gens qui sont connus dans l'histoire? Voulez-vous devenir les esclaves des sionistes qui sont venus pour vous chasser de votre pays en prétendant que c'est le leur ?» Fin de citation. On est en 1914, en juin 1914. Vous voyez, donc le refus du sionisme, il est déjà radical avant la Première Guerre mondiale. J'ajoute un dernier mot sur ce refus, c'est que ce refus se nourrit également d'un anti-judaïsme chrétien. Les élites sont essentiellement des élites chrétiennes et l'anti-judaïsme chrétien est très fort dans les milieux arabes
il est nourri de l'antijudaïsme chrétien de l'Europe, et c'est ce qui explique d'ailleurs que très tôt, le monde chrétien européen, qui est au courant évidemment du congrès sioniste et de tout l'effort du mouvement national juif, très tôt, le monde chrétien a pris position contre le sionisme. Je voudrais vous citer simplement la revue Études, la revue des Jésuites, en 1897, donc l'année du premier congrès sioniste à Bâle. En 1897, la revue des Jésuites publie le texte d'un universitaire ecclésiastique de Beyrouth qui évoque, je cite, une conquête sioniste du Caire à Bagdad. Bon. Donc, je conclurai ce point-là avant la troisième et dernière partie, le grand carrefour des années 17-22, en disant que le refus arabe du sionisme, c'est d'abord le fait des élites, c'est essentiellement le fait des chrétiens, je l'ai dit pour des raisons déjà vues, des chrétiens également parce qu'il y a une tradition de l'antijudaïsme chrétien qui est très importante, et c'est déjà un mouvement parfaitement conscient intellectuellement de la menace sioniste avant 1914. Alors, la guerre va évidemment totalement apaiser les querelles parce que la domination turque sur la Palestine va, hélas, frapper autant les Arabes que les sionistes. C'est une répression impitoyable que va mener Djemal Pacha, qui est l'un des auteurs du génocide en Arménie, contre et les Arabes et les Juifs en Palestine. Et en 1918, on peut dire que la Palestine sort totalement dévastée, ruinée, exsangue de l'occupation turque. Quand les Anglais prennent Jérusalem en décembre 17, quand ils s'installent totalement en Palestine en 1918, ils trouvent un pays ruiné. Bon. Les Arabes ont payé un prix très lourd à l'occupation turque, les élites nationalistes arabes ont été persécutées, les élites sionistes ont été persécutées ou exilées, elles ont été envoyées en Égypte ou même en France pour certaines d'entre elles. Bon. Ce qui va se passer avec l'occupation anglaise à partir de 1917, c'est des années carrefour, entre 1917 et 1922, des années carrefour où on peut dire que tout le drame actuel se solidifie, se structure en 5 années seulement. En 5 années, toutes les bases de la tragédie actuelle sont jetées. En 1917, les Anglais publient cette fameuse déclaration Balfour. Pourquoi? Par amour des Juifs? Certainement pas. Par amour des sionistes? Certainement pas. Simplement, en bons antisémites qu'ils sont aussi, ils surestiment le pouvoir des Juifs dans le monde. Ça, c'est un calcul classique qu'ont fait tous les antisémites. Résultat, ça a d'une certaine façon servi les Juifs. Je veux dire par là qu'ils sont convaincus que les Juifs ont un pouvoir considérable aux États-Unis et en Russie, parce que ce sont là deux grandes masses du peuple juif. Or, la Russie, en 1917, est en train de sortir de la guerre. La révolution russe, février-mars 1917, on a le sentiment progressivement que la Russie abandonne le front, et si la Russie abandonne le front, toute l'armée allemande fixée sur l'Empire russe va se déporter vers l'ouest, frapper le camp occidental, et ça sera la défaite pour les Franco-Britanniques. Bon. Et du coup, pour les Britanniques, il faudra convaincre les Juifs russes de faire pression sur le pouvoir russe, convaincus qu'ils ont un mot à dire sur le pouvoir russe. Ils sous-estiment l'antisémitisme russe qui est très violent, pour les convaincre, l'Empire russe, pour convaincre en tous les cas le gouvernement russe révolutionnaire de rester dans la guerre. Et comment faire? En publiant cette fameuse déclaration Balfour, favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, en croyant, ce faisant, faire plaisir aux Juifs russes pour se les concilier, pour s'attirer leur bonne grâce. Là est la raison profonde de la déclaration Balfour, s'attirer les bonnes grâces du judaïsme mondial, convaincu qu'il a beaucoup de pouvoir. Ça n'est en aucun cas une prise de position pro-sioniste ou pro-juive. Bon. À partir de là, cette déclaration Balfour pose une deuxième question. Pourquoi les Anglais sont-ils intéressés à prendre pied en Palestine? Pour une raison toute simple qui s'appelle le canal de Suez. Les Anglais lorgnent sur la Palestine depuis longtemps parce qu'ils pensent que pour protéger à partir de l'Est le canal de Suez, qui est une voie d'eau qu'ils contrôlent depuis 1882, et qui est fondamental pour le commerce mondial et surtout leur commerce, et qui est fondamental pour leur approvisionnement avec l'Inde, qui est leur grande possession britannique, l'Inde, c'est par là que les bateaux passent, par le canal de Suez, c'est la route des Indes, il faut maîtriser le Sinaï et la Palestine. Le Sinaï qui fait à l'époque partie encore de cet ensemble-là. Et donc, il faut maîtriser la Palestine si on veut garder le contrôle du canal de Suez. C'est la raison principale de l'intérêt des Britanniques sur le canal. Et ces Britanniques, durant la Première Guerre mondiale, pour s'attirer les bonnes grâces des Arabes, leur font des promesses d'indépendance.
ce sont les négociations avec le shérif Hussein de la Mecque, où ils leur promettent une indépendance arabe totale s'ils se révoltent contre les Turcs. C'est ce que les Arabes vont faire en 1916, grande révolte contre les Turcs, et finalement, ils ne seront pas payés en retour, parce que les Anglais ont promis tout à tout le monde en même temps, ils se sont empêtrés dans des contradictions insurmontables. Le résultat, c'est lorsqu'arrive le moment du bilan et qu'il arrive le moment de rendre à chacun ce qui lui a été promis, de donner à chacun ce qui lui a été promis, ils en sont bien incapables. Et en particulier, les Arabes auront le sentiment justifié que les Anglais les ont trahis, que les Anglais se sont moqués d'eux, ils leur ont demandé d'entrer en guerre contre l'Empire turc, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas été payés de retour. Bon, ça c'est important à comprendre pour la suite, ces promesses contradictoires. Donc les Anglais arrivent en Palestine avec Allenby, 1917, administration militaire en 1918, administration civile en 1920, avec la nomination d'un premier haut-commissaire, c'est Herbert Samuel, et en 1922, la Société des Nations leur reconnaît officiellement le mandat sur la Palestine. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat? Ce n'est pas une colonie, c'est un territoire que la puissance occupante doit mener progressivement vers l'indépendance, doit les éduquer, les préparer à devenir un jour indépendants. Ça n'a rien à voir avec une colonie, bien évidemment. Bon. Seulement, entre-temps, entre 1917 et 1922, le nationalisme palestinien se structure. Un, il considère la déclaration Balfour comme une insulte à la nation arabe et à la nation palestinienne. Comment des impérialistes anglais donnent le territoire d'une nation, la nation arabe, à une troisième nation, la nation juive, sans consulter les Arabes en question. Premier point, la déclaration Balfour est une gifle pour le nationalisme arabe et pour l'honneur arabe qui sera constamment rappelé. D'ailleurs, la déclaration Balfour a été dictée le 2 novembre. Chaque 2 novembre, chaque anniversaire du 2 novembre, il y aura des émeutes dans les pays arabes contre les communautés juives et évidemment des émeutes en Palestine. On sait que le 2 novembre est une date fatidique dans le monde arabe pour les juifs. C'est une date dangereuse. Bon, premier point. Deuxième point, quand je dis le nationalisme arabe se structure, c'est que, alors que progressivement, l'Égypte va obtenir un statut plus autonome de la part des Anglais, alors qu'on va progressivement vers des mandats au Liban, en Syrie avec les Français, ou des mandats avec l'Angleterre en Irak, qui vont mener un jour à l'indépendance. En Palestine, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. En Palestine, les Anglais sont pris dans une contradiction insurmontable entre les promesses faites aux Juifs et les promesses faites aux Arabes. À ceci près que les promesses faites aux Juifs n'indiquent pas un État juif en Palestine, mais un État juif sur une partie de la... Même pas un État juif, pardon. Un foyer national sur une partie de la Palestine. Le mot État est absolument interdit, prohibé. Il ne s'agit pas d'État, il s'agit de foyer national, donc une semi-autonomie. Bon. Mais pour le nationalisme palestinien, là encore, c'est un total mépris de leurs droits. Donc, ce qui explique que, au fur et à mesure que les mois passent, en 1918-1919, le nationalisme palestinien se structure, se mettent en place des comités islamo-chrétiens dès 1918 qui voient une solidarité immédiate entre musulmans et chrétiens dans les grandes villes, Jérusalem, Jaffa ou ailleurs également, mais enfin surtout à Jaffa, Saint-Jean d'Acre, là où il y a une forte communauté chrétienne, et à Jérusalem. C'est moins vrai dans les villes de l'intérieur comme Naplouse ou Ramallah où il y a moins de chrétiens. Comité islamo-chrétien, premier congrès national palestinien dès 1919-1920, puis deuxième congrès, puis troisième congrès. Bref, le nationalisme palestinien ne reste pas du tout inactif et il entend contrer ce qu'il considère comme une menace sioniste de plus en plus puissante. Pourquoi? Parce que désormais, la menace sioniste, elle est reconnue par la loi, c'est la déclaration Balfour, c'est la conférence de San Remo en 1920 qui avalise la déclaration Balfour, et c'est en juillet 1922 la charte du mandat. Et c'est ce qui explique que la partie arabe de Palestine refuse de signer la charte du mandat. Pourquoi? Parce que la charte du mandat valide la déclaration Balfour, et les Arabes disent aux Anglais, si nous signons ce document, nous validons la déclaration Balfour qui nie nos droits, donc nous ne signerons pas. Et le fait est qu'ils n'ont jamais signé la charte du mandat. Donc quand je dis que le refus arabe là se cristallise beaucoup plus et il va devenir beaucoup plus violent, effectivement, c'est dans ces années 19, 20, 21, 22 que se mettent en place d'abord des associations arabes de résistance armée aux sionistes et aux Anglais. Par exemple, une organisation arabe qui s'appelle La Main Noire,
qui est fondé à Jaffa en février 1919 et dont le programme, je cite, est de tuer l'escargot sioniste tant qu'il est encore jeune. Et c'est dans ces années-là, 1920 et 1921, qu'éclatent des premières émeutes graves contre la communauté juive à Jérusalem en 1920, au moment du pèlerinage de Nabi Moussa, le prophète Moussa, c'est-à-dire Moïse, organisé par les musulmans chaque année au début du mois d'avril, qui correspond en gros à Pessah pour les juifs et à Pâques pour les chrétiens. Et là, ça déborde complètement parce que l'imam, lors de la fin de sa grande exhortation, à la fin de la grande prière en 1920, termine en disant « Il faut libérer la patrie des Juifs ». Idbah al-Yahoud, il faut tuer les Juifs, il ne dit pas les sionistes, il dit bien les Juifs, et la foule, totalement enflammée par le prêche de l'imam et enflammée par le pèlerinage de Nabi Moussa, se précipite sur le quartier juif de Jérusalem, puis surtout Jérusalem-Ouest également, où vivent de nombreux Juifs, et c'est le massacre. C'est le premier massacre du genre, 1920 à Jérusalem. Et il y aura la même chose l'année suivante, en 1921, mais cette fois à Jaffa. Et cette fois, ce n'est pas du tout une raison religieuse, parce que Jaffa n'a aucun caractère religieux. Cette fois, c'est à partir d'un incident véniel que la foule arabe s'en prend aux manifestants juifs du 1er mai 1921 à Jaffa, et que d'incident en incident, là, on assiste à un véritable pogrom qui fait des dizaines de morts. À Jaffa, là, on est en présence réellement d'un refus arabe de plus en plus violent. Et là, du côté sioniste, alors que la troisième alia commence à arriver, du côté sioniste, on est conscient qu'à un moment ou un autre, on ira vers l'épreuve de force. Et c'est à ce moment-là que naît l'idée chez les sionistes de constituer une milice armée pour protéger les communautés juives, en particulier les communautés isolées. Ce sera la future Haganah. En 1920, Haganah, c'est le mot défense en hébreu, tout simplement. Alors, les Anglais se trouvent au milieu entre deux feux. Entre 1917 et 1922, ils se trouvent entre deux feux, entre les promesses faites aux uns et les promesses faites aux autres, et très vite ils comprennent que pour calmer la population arabe, il faudra revenir sur la déclaration Balfour. Il faudra renier la déclaration Balfour, la grignoter progressivement, et c'est ce qu'ils vont faire durant 20 ans. Jusqu'en 1939, ils ne vont pas cesser de revenir sur les engagements qu'ils ont pris auprès des Juifs. Et en attendant, dans la mesure où ils ont promis à Hussein, l'émir Hussein, une grande indépendance arabe et qu'ils n'ont pas tenu parole, ils vont essayer, pour calmer le mécontentement de Hussein et de ses 4 fils, de donner un royaume arabe à Abdallah, l'un des 4 fils de Hussein, et de donner un autre royaume arabe à Faisal, l'un des fils de Hussein. Faisal va hériter du trône d'Irak en 1922, puisqu'il a été chassé de Syrie par les Français. Et Abdallah, lui, qui n'a rien, il va obtenir une partie de la Palestine. C'est à ce moment-là, pour remplir les obligations qu'ils ont prises auprès de Hussein, que les Anglais, de façon arbitraire, vont séparer la Transjordanie de la Palestine, c'est-à-dire les 2 rives du Jourdain. Ils vont créer cet émirat totalement artificiel qui va s'appeler la Transjordanie, et ils vont le donner sous forme de royaume à l'émir Abdallah, lequel va devenir plus tard le roi Abdallah de la Transjordanie, devenue Jordanie en 1946. Mais tout ça est totalement artificiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Palestine historique, c'est les 2 rives du Jourdain. D'ailleurs, le programme sioniste, dès les années 1897-1900, parle bien des 2 rives du Jourdain. Et l'hymne sioniste de Jabotinsky parle des 2 rives du Jourdain. Ce n'est pas seulement la droite révisionniste qui parle des 2 rives du Jourdain, c'est tout le mouvement sioniste. Car effectivement, il ne faut pas aller bien loin, il suffit simplement de se rappeler de l'histoire de l'ancien Israël. Les 12 tribus d'Israël sont bel et bien situées des 2 côtés du Jourdain. Bon. Donc, la création de la Transjordanie va créer un précédent qui va rendre le problème insoluble. Pourquoi? Parce que la Transjordanie, c'est 80% du territoire palestinien. Théoriquement, les Anglais pensent qu'en séparant la Transjordanie de la Palestine, ils vont calmer la colère arabe de Palestine. Puis qu'ils ont créé un royaume arabe artificiel, mais peu importe, qui s'appelle la Transjordanie. Mais pas du tout, en fait. La colère arabe n'est pas du tout apaisée. Aucun partage, en fait, ne vient à bout du refus arabe. Et donc, en 1922, les Anglais se retrouvent avec un problème intact, une population arabe palestinienne en ébullition,
une population juive qui commence à s'étoffer de plus en plus, qui accueille la troisième Aliyah, puis bientôt la quatrième venue de Pologne, et qui se structure de plus en plus et qui commence à s'armer avec la Haganah, et qui est conscient du danger, et au milieu, une puissance mandataire anglaise qui veut maintenir sous sa coupe la Palestine et qui comprend que pour la maintenir sous sa coupe, elle devra faire des concessions aux Arabes parce qu'ils sont les plus nombreux, parce qu'ils sont les plus forts, et donc laisser tomber progressivement les promesses faites aux Juifs. D'où la conscience chez les Juifs du Yishuv, chez les sionistes du Yishuv, de l'extrême précarité de leur situation en 1921-22. Je voudrais vous citer ici ce qu'écrit Itamar Ben-Avi. Itamar Ben-Avi, c'est le fils d'Eliezer Ben Yehuda. Il est devenu journaliste. Il écrit en 1922 ceci, écoutez bien cette phrase, 1922, il y a un siècle de cela. Les vagues et les mers tourmentées de l'islam finiront par se déchaîner. Si nous ne parvenons pas à endiguer le flot au moyen d'un accord, il nous inondera de sa colère. Tel Aviv, dans toute sa splendeur, nos côtes et toute leur beauté seront anéanties. Fin de citation. Terrible, terrible les phrases de Ben-Avi. Terrible. Londres, qui est conscient d'être assis sur une poudrière, publie en juin 1922 un livre blanc sur la Palestine. Qu'est-ce qu'il dit, ce livre blanc? Ils en publieront plusieurs autres après. Il revient en partie, par des concessions, il revient sur la déclaration Balfour, tout simplement. Il ne la réunit pas, il ne l'annule pas, loin de là, jamais, il ne l'annulera jamais. Mais il revient sur certaines concessions faites aux Juifs. Il n'empêche, la déclaration Balfour est là, le mandat est là, les Britanniques s'installent en Palestine. Je pourrais dire en conclusion de cette première partie d'exposé, c'est qu'en 1922, on peut dire que tous les éléments de la tragédie sont en place. Tous les acteurs sont là en place. Tout est déjà, non pas écrit, mais tout est déjà en train d'être joué. Premièrement, on a un mouvement national juif, sioniste, national, atypique, qui n'est pas seulement le fruit du sionisme extérieur, mais qui est également le fruit du vieux Yishuv. Autrement dit, on a bel et bien un mouvement de renaissance nationale hébraïque. Donc un mouvement de renaissance d'une indépendance juive sur la terre des aïeux. Premier point. Deuxième point, on a une forte présence arabe par son développement, un développement qui est accéléré par la présence juive, et une présence arabe qui a de plus en plus conscience de sa palestinité en miroir du conflit avec le sionisme. Autrement dit, le conflit aide les Palestiniens à prendre conscience d'eux-mêmes. Troisième point, ce conflit qui est nationaliste est aussi un conflit culturel extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il y a une dimension anthropologique très importante à prendre en compte, sinon on ne comprend rien. Je veux dire par là que si on ne prend pas en compte l'image du juif dans l'islam, on ne comprend pas une dimension essentielle de ce conflit. Le juif dans l'islam est un être soumis, inférieur, subordonné. Et là, tout d'un coup, il se redresse, il est debout, il s'arme et il rend les coups, coup pour coup. C'est quelque chose d'insupportable, c'est quelque chose d'intolérable, c'est quelque chose d'inouï dans le monde musulman, que des juifs se comportent ainsi. Bon, premier point. Deuxième point, que des juifs puissent dominer des musulmans, ça c'est encore plus insupportable. Et ça, c'est les deux dimensions culturelles, le mépris d'un côté, qui contrevient à l'image du juif soumis, et l'idée que demain peut-être les juifs pourraient s'emparer de cette terre et donc dominer des musulmans, c'est doublement insupportable. Il y a donc une frustration qui est aggravée également par le mandat britannique, c'est-à-dire par le colonialisme anglais, une frustration par la haine de l'Occident auquel le juif est identifié. Autrement dit, dans la haine du juif et du sioniste, il n'y a pas seulement la haine du juif traditionnel du Coran, il n'y a pas seulement la crainte que les sionistes s'emparent de la Palestine, il y a aussi la haine de l'Occident, parce que les juifs sont assimilés à l'Occident, évidemment. Bon, mais il y a bel et bien le refus d'une altérité, et sur le fond, ce qui est frappant, c'est que de 1890-95, quand émergent les premiers textes contre le sionisme que j'ai lus tout à l'heure, jusqu'à 1947, ce qui est frappant, c'est qu'à quelques exceptions près, qui se comptent sur les doigts d'une seule main, eh bien, le refus de l'altérité juive ou le refus de la présence juive ou le refus d'une quelconque légitimité juive sur cette terre est inentamé du côté arabe palestinien. Il y a un refus absolu du réveil national juif. Et quand je dis que les exceptions se comptent sur les doigts d'une main, il y en a eu quelques-unes, dont une d'ailleurs dans la famille de Husseini, du Moufti de Jérusalem,
Ils ont tous été assassinés. Personne n'a pu aller au-delà d'un accord de principe. Quand il y a eu des tentatives de dialogue, rarissimes, mais il y en a eu, ils l'ont payé de leur vie. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, en 1922, tous les éléments du drame sont déjà là. Voilà, j'arrêterai là pour ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Bensoussan, pour ce brillant exposé. Donc, félicitations à tous ceux qui ont réussi à rentrer. Malheureusement, ça s'est bloqué à partir de 100, alors que j'avais pourtant payé jusqu'à 500, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, la précédente, nous étions près de 200 et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir. Mais heureusement, j'ai enregistré, donc j'espère que je pourrai diffuser avec votre accord, Monsieur Bensoussan, cet exposé aux personnes qui le souhaiteront. Tout à fait, oui, oui. Voilà. Alors, j'ai déjà quelques questions. Je vais me permettre de vous les poser. Oui. Donc, sur le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en rajouter. Donc, les premières questions concernent l'immigration d'autres populations. Donc, Maxime nous dit, a-t-on idée du nombre d'Arabes venus en Palestine pour y chercher du travail entre 1880 et 1948? En d'autres termes, combien d'Arabes durant cette période peuvent se revendiquer palestiniens? Et puis, j'ai aussi Dora Even. En 1834, Ibrahim Pacha n'a-t-il pas déjà implanté des Égyptiens à Acre et Jaffa, entre autres? N'y a-t-il pas eu des Bosniaques qui furent amenés en Palestine pour renforcer les rangs de l'armée ottomane? Il y a aussi eu à Safed des migrants albanais, grecs, des Arméniens, des Druzes, des Circassiens. Et elle rajoute 13 000 Algériens qui ont accompagné l'émir Abdelkader. Donc voilà les premières questions donc, sur l'autre aspect du renforcement de la population en Palestine à l'époque, aussi sur l'acquisition des terres. L'acquisition et la prise de possession de terres ne s'accompagnaient-elles pas d'une indemnisation de ceux qui exploitaient ces terres auparavant sans en être propriétaires? Et sur la question de la propriété en fait des terres. Et enfin, en ce qui concerne les Arabes chrétiens, ne relèvent-ils pas du statut de dhimmi? Et si oui, quelle est alors la différence du traitement entre juifs et arabes chrétiens? Puisqu'en effet, les arabes chrétiens soutenaient, donc refusaient le mouvement sioniste, étaient proches des arabes musulmans, mais normalement, ils relevaient du même statut. Donc voilà, si vous voulez peut-être répondre à ces premières questions, et j'en ai d'autres après. Alors, sur l'immigration des populations arabes, à partir du mandat britannique, on a des chiffres fiables, parce que les Britanniques ont procédé à 2 recensements en Palestine, en 1922 et en 1931. En revanche, avant, sous l'administration ottomane, c'est beaucoup plus flou. On sait simplement, par les Britanniques, que l'expansion démographique était plus forte dans certaines zones que dans d'autres. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit pourquoi. Donc, ces chiffres existent dans les statistiques britanniques. Je ne les ai pas ici là, sous les yeux, mais on peut les trouver très facilement. Et chez Henri Laurence, par exemple, et d'autres, c'est connu, si vous voulez, ce ne sont pas des chiffres secrets. Donc, il y a eu, ça enchaîne avec la deuxième question, beaucoup d'autres populations qui sont arrivées. Alors, vous avez raison de citer Ibrahim Pacha, qui est le gouverneur égyptien. L'Égypte a administré la Palestine pendant 9 ans, durant les années 1830. D'ailleurs, ça a été l'un des premiers éléments de la modernisation de la Palestine, c'est l'administration égyptienne, jusqu'au moment où les Turcs ont repris le pouvoir en 1840. Ibrahim Pacha fait venir effectivement des Égyptiens, des Bosniaques, des Circassiens, des Albanais, c'est tout à fait juste. Ce sont des petits effectifs, mais enfin ça existe. Par exemple, aujourd'hui, dans le nord d'Israël, vous avez des villages circassiens qui se sont ralliés, comme les Druzes d'ailleurs, sont ralliés aux Israéliens durant la guerre de 47-48. Bien, ces Circassiens sont là depuis relativement peu de temps, c'est le 19e siècle. Pas plus. Donc oui, il y a un certain nombre de populations. Les Algériens, vous avez raison de rappeler Abdelkader, qui a fini ses jours là en Palestine. Plus de 13 000 Algériens ont suivi Abdelkader, c'est juste, et ils ont fait souche. Tout à fait juste. Donc, on peut dire que la population, le noyau originel de la population palestinienne est peu nombreux sur le fond, très peu nombreux, et d'autant que c'est un pays relativement hostile en dehors des régions montagneuses. Donc, toutes les régions littorales sont des régions très insalubres, donc un pays très peu peuplé. Donc, il y a eu beaucoup d'immigration arabe et a fortiori avec la mise en valeur des Juifs. Sur les terres, alors les terres, elles ont été achetées souvent ou payées 2 fois. Elles ont été payées au propriétaire qui est en général un grand propriétaire
souvent absentéiste, qui appartient aux grandes familles palestiniennes, aux grandes familles libanaises ou syriennes. Il n'habitait pas forcément en Palestine, il habitait parfois Damas ou Beyrouth. Mais pas uniquement. Il y a également eu des achats de terres dans les années 30, 20 et 30, 1920-1930, auprès de petits paysans. Bon. Ces terres ont été achetées deux fois, dans le cas des grands domaines. Pourquoi? Elles ont été payées aux propriétaires et les tenanciers qui ne voulaient pas partir. Le mouvement sioniste, parce que c'est le KKL qui achète les terres, sont pas la terre est propriété du peuple juif, elle n'est pas propriété individuelle. Bon. Le KKL a été obligé souvent de payer le tenancier une deuxième fois pour essayer de le convaincre de partir. Donc légalement, il n'avait pas à payer une deuxième fois, mais pour éviter les incidents et en particulier la montée de la violence, les tenanciers souvent ont été dissuadés de continuer leurs opérations de guérilla ou de vendetta en allant s'établir ailleurs, en ayant un petit pécule de la part du mouvement sioniste. Alors les Arabes chrétiens, oui, ce sont des dhimmis, bien sûr, ce sont des dhimmis, sauf que les Arabes chrétiens, contrairement aux Juifs, sont protégés par les puissances européennes. Donc le statut de dhimmi ne s'applique pas dans toute sa rigueur aux chrétiens. Parce que depuis déjà le XIXe siècle, et même avant, quand on remonte à François Ier au XVIe siècle, mais disons globalement le XIXe siècle, les puissances européennes sont très bien installées dans l'Empire ottoman. Il y a déjà des consulats depuis les années 1830-1840. Il y a des consulats de presque toutes les grandes puissances européennes à Jérusalem, par exemple. Et donc les dhimmis chrétiens peuvent s'appuyer sur les puissances chrétiennes. Et parfois, d'ailleurs, ils obtiennent la nationalité de telle ou telle puissance chrétienne, ce qui leur permet d'échapper aux tribunaux locaux. Alors, d'autres questions de M. Barth sur la position du colonisateur turc face aux arrivants sionistes. Pourquoi a-t-il permis leur arrivée et leur installation? Ont-ils agi comme les sultans après 1492 qui ont accueilli les Juifs par intérêt économique? Ou est-ce qu'ils avaient un intérêt particulier à s'appuyer sur une minorité pour maintenir leur pouvoir? Une autre question sur le pourtour du territoire reconnu par la SDN au mouvement sioniste à San Remo. Est-ce qu'il intégrait, quel était le pourtour en fait de ce territoire? Donc, voilà les questions que j'ai. Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai beaucoup de remerciements, bien sûr. Alors, la colonisation, non, pardon, l'Empire ottoman, son attitude vis-à-vis du sionisme a été un refus immédiat. Les sionistes russes du Bilou arrivent en 1882, et bien c'est dès la même année 82 que Constantinople, enfin Istanbul, le pouvoir ottoman, prend des mesures pour arrêter carrément l'arrivée des juifs russes, des juifs étrangers. Bon. Et ça sera vrai, ça multipliera les années suivantes. Constamment, le pouvoir ottoman va édicter de nouvelles mesures drastiques, non pas limitant, mais interdisant l'arrivée des juifs étrangers. Et en fait, la répétition de ces mesures prouve qu'elles n'ont pas été appliquées, parce qu'il faut constamment les renouveler. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit tout simplement l'immense corruption qui règne en Turquie, dans l'Empire ottoman, qui fait qu'en réalité, les juifs russes, et les autres d'ailleurs, arrivent à condition de verser les pourboires qui conviennent, les bakchiches qui conviennent. On peut corrompre un très grand nombre de fonctionnaires. Et avoir un gouverneur de telle ou telle ville, par exemple, qui soit exempt de corruption, c'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire ottomane. Au point qu'il y a eu un gouverneur à Jérusalem dans les années 1870-80, qui a lancé un très bon souvenir, qui était totalement incorruptible. Et c'est pour ça qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. On a oublié tous les autres. Donc la corruption fait que les lois ottomanes n'ont pas du tout été respectées sur le fond. J'ajoute un deuxième point. Il est interdit à un juif étranger d'acheter un domaine. Alors que vont faire les juifs russes et les autres, ou le KKL tout simplement? Ils vont se servir des juifs palestiniens, car il y a le vieux Yishuv. C'est donc des prête-noms qui vont acheter les terres en leur nom. C'est ce qui permet de contourner la loi. La deuxième question, la SDN San Remo. Alors, la conférence de San Remo, qui est le préalable au mandat de la SDN 2 ans plus tard, en juillet 1922, ne délimite aucun territoire aux sionistes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question d'État juif. Il est question de foyer national juif, il n'est pas du tout question de limite ni de frontières. Personne ne parle à ce moment-là de limite. Foyer national juif, ça veut dire une autonomie qui n'est pas limitée géographiquement,
et une autonomie administrative, culturelle, spirituelle, ni plus ni moins, mais pas une autonomie politique. Certainement pas l'embryon d'un État, à aucun moment. Donc, il n'est pas question du tout d'établir des frontières. La première fois qu'on parlera de frontières, c'est beaucoup plus tard, en 1937, au moment du rapport Peel. Pourquoi? Parce qu'avec l'énorme vague de violence qu'est la révolte arabe de 1936, les Anglais constatent qu'il n'y a aucune autre solution que partager le territoire en deux, pas forcément en deux moitiés égales, mais en tous les cas, de partager le territoire entre les deux peuples. C'est la première fois réellement que l'idée de partage est officiellement mise sur la table. 1937. D'accord. Alors, si vous avez encore d'autres questions, merci de les poser. Pour tous ceux qui me demandent comment avoir l'enregistrement, ben, on va le rediffuser par la mailing list et par la COP. Enfin, de la même manière que vous avez eu accès à cette conférence, on vous transmettra l'enregistrement. Et bon, il y en a déjà beaucoup aussi qui seraient très contents d'entendre la suite, vous imaginez bien, le Ah bah deuxième d'accord. épisode. Ah, peut-être qu'on sera déconfiné complètement et que je viendrai à Strasbourg. J'espère pour cette deuxième partie pouvoir vous accueillir. Donc Claudine, si tu veux réactiver ton micro, voilà, je te cède la parole. Merci Pierre. D'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur Bensoussan, de nous avoir fait vivre de façon palpitante et nous avoir fait comprendre avec votre analyse fine tous les détails des différentes touches historiques de cette période et sa complexité. Je voudrais saluer Madame Chantal Cutajar, ancienne conseillère municipale et qui tient donc une émission particulièrement récente, Les citoyens parlent aux citoyens. Je voudrais aussi remercier Richard Abouaf qui a fait la magnifique affiche, ainsi que les membres du bureau du CRIF, Michel Benoualid, Claude Sichel, Loulou Bicard et Madame et Maître Freeman. Je voudrais aussi vous poser une question, Monsieur Bensoussan. On a vu pendant le Covid finalement que les Arabes israéliens et les Israéliens ont travaillé main dans la main. Et d'ailleurs, les hôpitaux, et en particulier l'hôpital Hadassah, est un modèle de finalement d'œuvrer ensemble pour sauver des vies. Et je voulais voir avec vous quelle est l'ouverture possible, et puis même, bon, même s'il y a des intérêts stratégiques, les accords d'Abraham, est-ce qu'il y a, quelle ouverture est possible malgré le refus total que vous nous avez bien expliqué d'une présence juive, pourtant là depuis l'Antiquité, mais qui est refusée totalement au niveau du Coran. Alors, j'ai parlé d'un refus en 1922. Il s'est écoulé un siècle. Rien n'est définitif en histoire. Par définition, l'histoire, c'est un changement permanent. Donc, ça n'existe pas, le mot définitif. Donc, on ne peut pas parler pour les Arabes israéliens de refus permanent, global, inentamable. Ce serait beaucoup trop globalisant, essentialisant. C'est très difficile à dire vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis de leur interprétation du Coran. Une chose est sûre, c'est quand vous lisez les textes du Hamas, alors là, on est vraiment dans le refus des premières années, le refus islamique pur et dur, où les Juifs n'ont rien à faire sur cette terre. Mais les Arabes d'Israël, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, les Palestiniens d'Israël, ne sont pas forcément sur les positions du Hamas, loin de là, très loin de là. Donc là, il faut être plus nuancé. Vous avez évoqué Hadassah, on peut évoquer Rambam, l'hôpital Rambam à Haïfa, sont des exemples de coopération judéo-arabe, d'intégration parfaitement réussie. Et en même temps, ce qui s'est passé dans les villes mixtes, comme on dit ces dernières semaines, il ne faut pas se voiler la face, c'est le phénomène probablement le plus inquiétant depuis 1949. Parce qu'au moment des grandes guerres de 67 et 73, jamais la population arabe n'a réagi de cette façon, jamais. Donc ça pose un vrai problème et en même temps, on ne peut pas globaliser en disant les Arabes d'Israël. C'est beaucoup trop complexe. Donc il y a des facteurs d'espoir, mais aussi des facteurs d'inquiétude qu'Israël, à un moment ou à un autre, devra régler. Et pour ça, il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination et de ne pas s'entêter
dans l'idée d'un État unique et indivisible. Parce qu'à terme, un État unique et indivisible, c'est un État arabe dans 50 ans, majoritairement arabe dans 50 ans. Donc il faut envisager, avoir beaucoup d'imagination et envisager d'autres solutions qui permettront de résoudre ces problèmes de fidélité différentes des Arabes d'Israël, des Palestiniens, des Israéliens juifs, etc. Donc voilà, tout est ouvert aujourd'hui pour ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent négocier. Je vous remercie beaucoup. Alors, je voulais dire qu'il y a, suite à ce que Pierre Haas a dit, j'ai encore là sur mon portable 150 personnes qui voulaient suivre votre conférence et qui n'ont malheureusement, pour une raison qu'on ne comprend pas, comme Pierre l'a évoqué, donc comme Pierre l'a dit, je verrai avec lui ensemble, on verra que tout le monde puisse avoir le lien et tout le monde a hâte de vous entendre très bientôt à la rentrée pour la deuxième partie et de lire votre futur livre. En espérant venir à Strasbourg, c'est encore mieux. Tout à fait, c'est ce qu'on espère tous. Merci à tous. À vous. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.